La police pensait arrêter un vieil homme tranquille de plus. Mais lorsque le FBI est arrivé 30 minutes plus tard, tout a changé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un vieil homme. Il s'agit d'une promesse tenue et d'une mission que personne n'a vu venir. Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner, car demain, nous avons réservé quelque chose de très spécial pour vous. La pluie a commencé à tomber juste après le coucher du soleil. Les rues de Caldwell étaient pour la plupart vides, à l'exception de quelques panneaux lumineux et de quelques voitures qui passaient. La petite ville s'était depuis longtemps installée dans son rythme tranquille, le genre où rien d'inattendu ne semblait jamais se produire. C'est pourquoi la police locale ne s'attendait à rien d'inhabituel lorsqu'elle a installé un point de contrôle des 8 standards près de la périphérie de la ville. Frank Delaney avait 79 ans. Il vivait seul dans une maison modeste à la périphérie de la ville, un endroit que la plupart des gens passaient sans remarquer. Les habitants l'appelaient le vieux Frank, un homme calme qui restait dans son coin. Il ne parlait pas beaucoup et ne causait jamais de problème. La plupart du temps, il s'asseyait sur son porche avec une tasse de thé à regarder la route. Il conduisait le même camion Dodge qu'il avait depuis la fin des années 1960. Sa peinture était terne, le rétroviseur était rayé, et l'échappement cliquetait légèrement au démarrage, mais il fonctionnait et c'était suffisant. Il n'était jamais venu en ville la nuit, n'avait jamais conduit sur de longues distances. Mais ce soir-là, alors que le ciel devenait d'un bleu profond et que la pluie commençait à tomber, Frank s'est engagé sur l'autoroute. Il avait une petite valise en métal posée sur le siège passager, fixée avec un vieux loquet et une sangle en cuir. Il n'arrêtait pas de la regarder toutes les quelques minutes, son expression étant indéchiffrable. Ses mains agrippaient le volant plus fort que d'habitude. Lorsqu'il a vu les feux clignotants devant lui, il a ralenti. Le point de contrôle était inattendu. Quelques voitures de police étaient garées sur le côté et 2 agents faisaient signe aux conducteurs de passer ou les arrêtaient pour des contrôles. Frank a pris une inspiration et s'est arrêté là où un agent lui a fait signe. L'agent était jeune, peut-être au début de la trentaine, portant un uniforme trempé de pluie. Il s'est approché de la fenêtre de Frank et lui a demandé son permis et son immatriculation. Frank les lui a remis sans un mot. L'agent a jeté un coup d'œil au camion, a remarqué la vieille valise à côté de Frank et a posé quelques questions supplémentaires. Frank a répondu lentement, en donnant des réponses courtes. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il y avait dans la valise, il n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il a dit que ce n'était pas pour eux, qu'il fallait aller au bureau. Cela a suffi à susciter des inquiétudes. L'agent lui a demandé de sortir du véhicule. Frank n'a pas discuté. Il a ouvert la porte, est sorti sous la pluie et s'est tenu silencieusement à côté de son camion. Un autre agent est arrivé. Ils se sont regardés, puis ont regardé la valise. Le premier agent a demandé à l'ouvrir. Frank a secoué la tête et a répété sa déclaration précédente, plus fermement cette fois. À ce moment-là, un 3e agent était arrivé. Ils ont demandé à Frank s'il transportait quelque chose de dangereux. Il a dit non. Ils ont demandé à nouveau ce qu'il y avait dans la valise. Il n'a pas répondu. Son silence et son comportement étrange ont suffi à les faire agir. Un agent a récupéré une paire de menottes. Frank n'a pas résisté. Il est resté immobile pendant qu'il les lui passait au poignet et lui lisait ses droits. Ses yeux n'ont pas quitté la valise. Le camion a été fouillé. La valise a été sortie et placée à l'arrière d'une voiture de patrouille. La pluie a continué à tomber, rendant l'autoroute glissante et l'air froid. Frank a été placé sur le siège arrière d'une autre voiture. La porte s'est fermée avec un bruit sourd. Il s'est penché en arrière pour se calmer, son visage indéchiffrable. Les agents ont contacté la station par radio et ont dit qu'ils amenaient quelqu'un. Ils ont mentionné l'étui, le refus de l'ouvrir et la carte d'identité d'ancien combattant trouvée dans le portefeuille de Frank. Le répartiteur a demandé s'il avait des armes. Ils ont dit non, juste l'étui. Ils ne savaient pas quoi penser de lui. Il ne semblait pas dangereux, mais il n'agissait pas non plus comme quelqu'un qui n'avait rien à cacher. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Frank regardait droit devant lui. L'étui en métal avait disparu de sa vue maintenant, mais il y pensait toujours. Ses vêtements étaient humides.
Ses bottes laissaient de légères traces sur le plancher du véhicule. Il n'a rien dit pendant tout le trajet. L'officier qui conduisait lui a jeté un coup d'œil une ou deux fois, mais Frank n'a pas bougé. Au poste, il a été conduit à l'intérieur par l'entrée latérale. Quelques officiers ont levé les yeux à son passage mais sont rapidement retournés à leurs tâches. L'un des sergents a demandé ce qui se passait. L'officier qui avait procédé à l'arrestation a expliqué la situation. Le sergent a haussé un sourcil, a regardé Frank et a dit qu'il trouverait une solution assez tôt. Frank a été traité comme toute autre personne amenée. Ses empreintes ont été prises. Sa photo a été prise. Il a signé là où ils lui ont dit de le faire. Pas de plainte, pas de résistance, juste une conformité silencieuse. L'affaire, quant à elle, a été placée dans la salle d'épreuve, marquée et verrouillée. Un officier a plaisanté en disant qu'il contenait probablement de vieilles médailles de guerre. Un autre a dit qu'il pourrait s'agir d'un bien volé. Personne n'a réfléchi à ce que c'était vraiment. Frank a été placé dans une salle de détention. C'était froid et simple, avec un banc contre le mur et une caméra dans un coin. Il s'est assis lentement, croisant les mains sur ses genoux. La porte s'est fermée et le bruit de la serrure a résonné une seconde de trop. Dans le bureau principal, l'officier qui avait pris ses empreintes fronça les sourcils. Il regarda à nouveau l'écran. Quelque chose d'étrange s'était produit lorsqu'il avait saisi la pièce d'identité de Frank. Une petite alerte était apparue puis avait disparu. Ce n'était pas une correspondance standard. Ce n'était pas un mandat ou une correspondance de personnes disparues. Cela semblait différent. Quelque chose de haut niveau. L'officier a cliqué dans le système pour essayer de le retrouver, mais il avait disparu. Il a appelé le sergent et lui a expliqué ce qu'il avait vu. Le sergent lui a dit de continuer. L'officier a réessayé. Cette fois, après quelques secondes, un nouveau message est apparu. L'écran s'est éteint pendant un moment, puis a chargé une interface différente. Ce n'était pas une interface qu'ils utilisaient souvent. Quelques lignes de texte sont apparues, sécuriser l'individu et l'objet. En attente d'une réponse fédérale. Ne pas poursuivre l'interrogatoire. L'officier a cligné des yeux en regardant l'écran. Il ne savait pas quoi faire ensuite. Le sergent se pencha et le lut lui-même. Ils se regardèrent en silence. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu de tel. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement régulier des vieilles lampes fluorescentes. Frank était assis immobile sur le banc, les mains posées sur ses genoux, le dos droit malgré son âge. La salle de détention n'était pas destinée au long séjour, juste un endroit pour garder quelqu'un jusqu'à ce que les papiers soient réglés. Mais au fil des minutes, la présence de Frank rendait l'espace plus lourd. Dans la zone principale du poste, une tension silencieuse avait commencé à grandir. Les officiers ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait, mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Le message du système n'était pas un problème. Il était arrivé par les canaux officiels et avait utilisé un langage qu'aucun d'entre eux n'était habitué à voir. Sécuriser l'individu. Ne pas poser de questions. Attendre une réponse fédérale. Ce n'était pas la norme. Ce n'était rien de ce qu'ils avaient déjà eu à faire. Le sergent Mitchell, l'un. Le tic-tac devenait plus fort à chaque seconde, augmentant la tension dans la pièce. Les officiers qui plaisantaient plus tôt faisaient maintenant les 100 pas ou étaient assis tranquillement. Même ceux qui n'avaient pas vu Frank directement commencèrent à ressentir le poids de la nuit. À l'intérieur de la salle de détention, Frank s'appuya finalement contre le mur. Son visage restait illisible. Il n'était pas en colère, il n'avait pas peur, il attendait simplement, comme si ce moment était attendu depuis longtemps. Le bruit des pneus sur la chaussée mouillée brisa le silence en premier. Les phares extérieurs s'approchèrent lentement, projetant de longs faisceaux sur le parking trempé par la pluie. À l'avant du poste, Torres resta immobile, à regarder à travers la vitre. Les voitures n'étaient pas les voitures de police habituelles. Celles-ci étaient sombres. Des SUV identiques, tant par leur forme que leur couleur, sans marquage. Ils se déplaçaient en formation serrée, leur moteur silencieux et fluide, presque trop silencieux pour des véhicules de leur taille. Le répartiteur leva les yeux vers la caméra. 6 véhicules étaient entrés dans le parking. Pas de sirène,
Pas de gyrophare, juste un mouvement silencieux. Un par un, ils s'arrêtèrent devant le bâtiment. Les portes s'ouvrirent en même temps. Des hommes et des femmes en costume sombre en sortirent. Certains portaient des écouteurs fins, quelques-uns avaient des dossiers sous le bras. Personne ne dit un mot. Ils se déplacèrent comme s'ils l'avaient fait plusieurs fois auparavant. À l'intérieur, le sergent Mitchell s'avança et demanda à tout le monde de rester calme et professionnel. Les officiers redressèrent leur posture. Les rires et l'énergie décontractée du début de soirée avaient complètement disparu. Maintenant, ils attendaient. La porte d'entrée s'ouvrit lentement. Une femme d'une quarantaine d'années entra en premier. Elle portait une veste sombre, un badge à la main et se déplaçait avec assurance. Derrière elle, 2 autres agents la suivirent. Leurs expressions étaient sérieuses. La femme se présenta comme l'agent Dana Clark du FBI. Elle remit des informations d'identification qui furent examinées puis rapidement rendues. Elle demanda l'individu en garde à vue et la mallette qu'il avait apportée. Le sergent Mitchell la guida dans le couloir. Les officiers regardèrent en silence. Les agents passèrent. Le bruit de leurs pas résonna sur le carrelage. Lorsque l'agent Clark atteignit la salle de détention, elle demanda à parler à l'homme seul. Le sergent déverrouilla la porte et l'ouvrit. Frank se leva sans qu'on lui demande. Son visage était calme, ses yeux fixes. Clark le regarda un instant, puis hocha la tête respectueusement. Elle entra et la porte se referma derrière elle. La conversation fut brève. Personne d'autre n'entendit les mots échangés. Mais lorsque la porte s'ouvrit à nouveau, Clark se tourna vers le sergent et dit que l'homme devait être libéré immédiatement. Il n'était pas en état d'arrestation. Il devait être traité comme un individu protégé sous surveillance fédérale. Pas d'autres questions, pas d'autres procédures. Le sergent hocha la tête. Une fois que Frank fut conduit dans une pièce privée au lieu de la cellule, on lui tendit une serviette pour se sécher et on lui offrit du café. Il l'accepta cette fois. Il s'assit tranquillement pendant que les agents s'occupaient des étapes suivantes. Clark demanda ensuite l'accès à la salle d'épreuve. Avec l'aide du sergent, ils déverrouillèrent le casier. Elle examina la mallette métallique avec précaution, sans jamais la toucher directement. Elle porta des gants et utilisa un scanner sur le loquet. Lorsque la serrure s'ouvrit, elle souleva lentement le couvercle. À l'intérieur, il y avait de vieux dossiers scellés, des enveloppes, une clé USB dans une pochette matelassée, des photos décolorées et froissées, et au fond, un petit appareil noir plat et rectangulaire avec un numéro de série usé, à peine visible. Les yeux de Clark se plissèrent légèrement. Elle chuchota quelque chose à l'un des autres agents, qui sortit immédiatement pour passer un appel. Le sergent demanda ce que c'était. Clark marqua une pause avant de répondre. Elle dit que cela concernait une opération fermée, quelque chose qui n'avait pas été évoqué en public depuis des décennies. Les détails étaient classifiés, mais la présence de cet appareil et de ces documents confirmait que l'homme en détention les avait retenus pendant longtemps. Les officiers rassemblés dans le couloir écoutaient maintenant sans parler. La plupart n'avaient jamais vu d'agents fédéraux dans leur poste auparavant. Ils n'avaient certainement jamais vu une affaire passer de l'arrestation à la prise en charge fédérale complète en moins d'1 heure. Clark retourna vers Frank et lui demanda s'il était prêt. Il hocha la tête. Avant de partir, elle se tourna vers le sergent Mitchell et lui demanda si une salle de conférence pouvait être utilisée brièvement. Le sergent les conduisit à l'arrière du poste. À l'intérieur de la pièce, Clark posa la mallette sur la table. Frank s'assit à côté, les mains jointes. Autour de lui, les officiers se tenaient près du mur, incertains s'ils devaient s'asseoir ou rester debout. Clark regarda chacun d'eux. Frank Delaney, selon elle, avait servi dans une unité spéciale de l'époque de la guerre froide, pas un groupe militaire typique, mais une force de coopération entre agences. Son équipe avait été chargée de recueillir des renseignements, de surveiller les menaces étrangères et de protéger les informations sensibles. La plupart des missions qu'ils avaient effectuées n'avaient jamais été enregistrées dans les archives publiques. Ce qu'il y avait dans la mallette faisait partie de ce qu'on appelait le projet Amber Watch. Les documents et l'appareil étaient autrefois destinés à une sous-commission du renseignement du Sénat, mais l'opération avait été enterrée, fermée et classifiée après l'échec d'une dernière mission.
Frank était le seul à détenir des preuves physiques. Le plan avait toujours été de le conserver jusqu'à ce que l'autorisation soit rétablie. Cette autorisation était arrivée il y a quelques semaines seulement grâce à un changement silencieux du protocole. Frank avait attendu jusqu'à maintenant pour effectuer la livraison. Clark marqua une pause un instant. Puis elle dit que la livraison n'avait pas été juste une tâche. C'était une promesse faite à un ami mourant il y a des décennies. Frank avait accepté de protéger le contenu à tout prix et de le livrer uniquement aux autorités fédérales compétentes, le moment venu. Ce soir, le moment était venu. La salle resta silencieuse tandis que les officiers prenaient le poids de ce qu'ils entendaient. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que leur quart de travail se termine ainsi. Clark les remercia pour leur coopération et leur assura que Frank n'avait rien fait de mal. En fait, il avait fait quelque chose de très bien, même si personne ne le savait. Frank se releva. Il ne dit rien. Ses yeux rencontrèrent ceux du jeune officier qu'il avait arrêté plus tôt. L'officier fit un petit signe de tête, incapable de trouver les mots justes. Clark rassembla les dossiers, scella le dossier et fit un signe de tête aux autres agents. Il partirait bientôt. Dehors, les SUV étaient toujours garés. La pluie continuait de tomber doucement. Personne ne posait de questions. Personne ne doutait de l'identité de Frank. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et les agents commencèrent à se déplacer avec une efficacité silencieuse. Clark portait le dossier métallique scellé et l'un des autres agents resta près de Frank, mais pas de manière protectrice, plutôt comme une escorte respectueuse. Ils descendirent le couloir, passant devant les mêmes officiers qui s'étaient demandé plutôt si Frank était une menace. Maintenant, ils restaient immobiles, regardant leurs visages illisibles. Dehors, les véhicules fédéraux attendaient, moteurs en marche. La pluie s'était atténuée, il ne restait plus qu'une légère bruine. Les lumières du parking se reflétaient sur le sol mouillé. L'agent Clark se tourna vers le sergent Mitchell et le remercia pour sa coopération. Elle lui dit que le poste recevrait un briefing de suivi du bureau dans les prochains jours. Le sergent hocha la tête et dit qu'il serait prêt. Frank s'arrêta à la porte avant de sortir. Il se retourna un instant, les yeux s'arrêtant brièvement sur la pièce qu'il venait de quitter. La station était silencieuse. Même les conversations radio étaient devenues silencieuses. C'était comme si tout le monde s'était arrêté pour comprendre ce qui venait de se passer. Il entra dans la nuit. La bruine toucha ses épaules et sa casquette, mais il n'y réagit pas. Il marcha lentement, mais d'un pas régulier vers le premier véhicule. Un des agents lui ouvrit la porte. Avant de monter, Frank regarda.